les personnes interrogées dans ce sujet, qui vivent à côté de cette prison et qui nous disent que finalement, ça n'a pas toujours été comme ça. C'est une situation terrible, évidemment, pour les riverains, mais aussi pour les détenus. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui se passe très concrètement ? Moi, j'interviens souvent en maison d'arrêt dans le cadre de ces commissions disciplinaires où, justement, on va venir sanctionner les détenus qui ont enlevé leurs fenêtres anti-bruit. Parce que c'est comme ça que ça se traduit. Vous savez, on a depuis quelques années, dans les maisons d'arrêt, notamment à la Santé et bien sûr au Baumette, des fenêtres anti-bruit. Et les détenus, quand je discute avec eux, ils m'expliquent pourquoi ils les enlèvent. Parce qu'ils expliquent que ça obstrue là et donc qu'il fait trop chaud et que ça devient invivable à l'intérieur. Donc c'est terrible pour les riverains, mais c'est aussi terrible pour les détenus. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On constate qu'en France, aujourd'hui, on a 75 000 détenus, que c'est le chiffre le plus élevé qu'on ait jamais connu. Et on peut peut-être enfin avoir ce débat qui lui est opportun sur le nombre de détenus en France, sur la détention provisoire, et pour justement rendre compte que finalement, ça rend service à personne. Donc là, effectivement, pour le coup, je comprends ces riverains et je compatis avec eux, mais je pense aussi, parce que j'y pense, à ces détenus qui, parce qu'ils subissent aussi des conditions absolument invivables à l'intérieur, notamment en période de forte chaleur, se permettent d'enlever ces fenêtres anti-bruit et donc, évidemment, de gêner le voisinage de la santé. Et vous avez raison d'y penser, sauf que depuis, on nous dit que c'est comme ça depuis 2019, depuis que la prison a rouvert ses portes, après de gigantesques travaux qu'il y a eu à la prison de la Santé, ça a coûté beaucoup d'argent. On a envie en fait, quand on voit ça, on se dit que finalement, ces travaux, cette prison a été entièrement réaménagée, mais personne n'a été consulté en fait. C'est-à-dire que les riverains qui sont autour subissent aujourd'hui des nuisances qu'elles ne subissaient pas avant, parce que les fenêtres des détenus étaient beaucoup plus éloignées finalement de la rue qu'aujourd'hui, que le bâtiment n'était pas aussi haut. Donc on se dit que finalement, on a dépensé de l'argent, mais encore une fois, on l'a mal dépensé. Écoutez, moi j'ai visité des prisons, des centres de détention. J'ai toujours trouvé que dans les villes, c'était extrêmement difficile et proche des habitations. Et le sentiment que j'ai, c'est que le monde de la détention, c'est un monde violent, je parle sous votre contrôle, maître, et un monde bruyant. C'est-à-dire tout résonne beaucoup plus, surtout quand vous êtes enfermé. Donc je ne vais pas ici défendre, c'est un monde difficile à l'intérieur, et paradoxalement, dans les centres-villes, c'est difficile pour l'extérieur. Et ça a été montré sur les images. Mais c'est difficile aujourd'hui, ça l'était beaucoup moins avant. Ça l'est quand même. On était en plateau avec Pierre Lelouch, qui connaît très bien le 14e arrondissement et qui nous disait qu'avant, c'était pas comme ça. Vous savez, moi j'ai fait des études de droit en 79, il y a déjà Robert Bernater qui écrivait dans Le Monde, la prison c'est l'université du crime. Donc vous voyez, c'est quand même pas non plus nouveau. C'est vrai qu'il y a une recrudescence d'un certain nombre de larcins et surtout, comment dirais-je, de mauvaises pratiques. Et c'est vrai que ceux qui vivent autour, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des centres de détention en dehors des villes, mais c'est insupportable, et ça, il faut y mettre terme, pour ceux qui vivent autour en matière de sécurité, de confort de vie, de capacité tout simplement à pouvoir se déplacer dans la cité. Et c'est vrai qu'il manque aussi, ça a été bien dit par un témoin, il y a moins de police qui tourne, il y avait des voitures qui tournaient autour de la santé. C'est emblématique et c'est peut-être pour ça qu'il faut limiter le nombre de détenus dans les prisons au sœurs des villes. Il faut peut-être simplement améliorer la qualité de vie autour, parce qu'une prison dans la ville, et moi je trouve que c'est important qu'il y ait aussi cette capacité de faire en sorte qu'il y ait cette semi-liberté. Le but des prisonniers, c'est pas de rester prisonnier à vie, c'est de se réinsérer demain. Et qu'il est important qu'on ait, en tous les cas, une qualité de vie pour les gens qui vivent autour. Ils ne peuvent pas être, eux aussi, victimes d'une sorte de détention et de mal-vivre. Et je n'ai pas dit, Bernard, que c'était nouveau. Ce que je dis, c'est ce qu'il y a de nouveau, c'est que cette proximité entre les prisonniers et les riverains qui est plus importante aujourd'hui, du fait qu'il y ait besoin de davantage de place, évidemment, dans ces prisons. Vous avez raison, Michael. Qu'il ait fallu construire un bâtiment beaucoup plus haut et beaucoup plus proche de la rue. Et évidemment, ça cause des nuisances plus importantes. Alberto. Moi, je suis journaliste à Paris depuis 37 ans. Et je crois que tous les gouvernements qui se sont succédés ont parlé du problème du nombre de détenus. Et je me souviens en 2007, Nicolas Sarkozy se présentait, même nommé M. Hortefeux comme vice-ministre chargé de l'édifice carcéraire. C'est un nouveau ministère créé.
on n'a rien vu à la hauteur des besoins. Il y a deux droits qui sont les deux aujourd'hui en conflit, évidemment. Le droit des riverains et le droit des prisonniers. On ne peut pas faire payer à tous les prisonniers le comportement de certains prisonniers. Alors, effectivement, c'est un problème qui ne concerne pas uniquement Paris et la prison de la Santé. Tout à l'heure, nous étions avec Eliane Gasto, qui, elle, habite à Marseille, dans le quartier de la prison des Baumettes, et qui nous expliquait qu'elle vivait exactement la même situation. On l'écoute rapidement. Pour ce qui est des feux d'artifice, c'est bon, on a l'habitude. C'est une fois, 2 fois par semaine. Des fois, c'est à 10h, 22h, ça va. Des fois, c'est à minuit et demi, ça nous réveille. Ils partent de la route qui est devant la prison. Il y a une grande route devant la prison. Et puis, la dernière fois, ils sont partis du terrain vague, qui est un petit peu après la prison. Et ça a mis le feu au terrain vague. Voilà, Eliane Gasto, qui est présidente du collectif des voisins des Baumettes, et qui expliquait aussi, pareil, que c'est après, à la suite de travaux, finalement, que les problèmes ont été plus importants au niveau de cette prison des Baumettes. Les travaux, évidemment, qu'il y en a besoin. On a besoin de construire des prisons, on le dit tous les jours sur ce plateau, on a besoin de places supplémentaires. Mais évidemment, lorsque les téléspectateurs nous regardent aujourd'hui, eh ben, on peut comprendre qu'ils n'ont pas envie d'avoir une prison dans leur quartier, en bas de chez eux, Maître Tordeau. Beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Déjà, pourquoi on a eu des travaux à la Baumette ? Parce qu'on a eu une détenue qui a porté l'affaire devant le tribunal administratif en estimant justement que ce qui avait été fait ne permettait pas de ventiler suffisamment sa cellule. Donc c'est parce qu'on a eu une saisine du tribunal administratif sur ce point-là, d'ailleurs une requête qui a été rejetée parce que l'administration a arrivé à démontrer qu'elle faisait le maximum à ce niveau-là et que finalement la cellule était suffisamment ventilée, qu'on a eu ces travaux. Donc est-ce qu'il faudra à chaque fois attendre d'avoir des saisines des juridictions administratives et judiciaires pour que l'administration comprenne qu'effectivement, ces centres de détention, que ça soit à Nanterre, et encore on parle de la Santé, qui est un des centres de détention, une des maisons d'arrêt les plus luxueuses de France, parce qu'il faut aller à Nanterre, il faut aller à Bois d'Arcy, il faut aller à Fleury-Mérogis pour voir l'état, effectivement, des maisons d'arrêt en France, pour comprendre évidemment l'urgence, pas la nécessité, l'urgence de réformer ce système carcéral, et surtout, effectivement, d'effectuer des travaux pour les détenus, et bien sûr, pour les riverains. Et de les effectuer bien en essayant d'entendre un petit peu les avis de chacun. On marque une pause, on revient dans un instant pour la dernière partie de 120 minutes info sur CNews. À tout de suite. La dernière partie de 120 minutes info en direct sur CNews, et après avoir parlé de la prison de la Santé, de la prison des Baumettes, juste avant la pub, un autre fléau qui inquiète l'administration pénitentiaire à présent. Les prisons ont constaté une inquiétante augmentation du nombre de survols des centres pénitentiaires par des drones qui sont envoyés au-dessus des prisons pour livrer de la drogue ou des objets interdits en détention. Les explications avec ce sujet, signé Raphaël Lazreg. C'est la bête noire des services de sécurité, le drone. L'an dernier, l'administration pénitentiaire a constaté 68 survols de ces prisons, dont 29 qui ont servi à livrer des objets illicites à des détenus. Un chiffre en nette augmentation par rapport aux années précédentes et qui risque d'augmenter en 2023. À Perpignan, c'est toutes les nuits pratiquement que l'on a des livraisons par drone. Et malheureusement, comme ils viennent livrer entre 3 et 4 heures du matin, il y a des livraisons qui passent inaperçues. On récupère généralement des portables, des produits stupéfiants. Après, ça passe des clés Amazon, des écouteurs. La crainte, c'est évidemment les armes et les explosifs surtout. 42 prisons possèdent un dispositif anti-drone en France, mais ça c'est suffisant pour stopper ce phénomène de livraison. Les dispositifs tels qu'on les connaît aujourd'hui sont efficaces, donc suffisants dans leur efficacité, mais très largement insuffisants sur leur déploiement, puisque c'est l'ensemble des établissements du parc pénitentiaire qui devraient être dotés de dispositifs anti-drone. Les sommes allouées dans le budget 2023 pour la sécurité et en particulier la lutte anti-drone, je leur ai dit 3,2 millions d'euros, c'est très largement insuffisant. Le survol d'une zone interdite est un délit puni de 6 mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Voilà, une nouvelle pratique qui inquiète donc. Et on y contrôle la sortie. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un problème de contrôle d'accès par voie aérienne et que la multiplication des drones, surtout si demain ils apportaient des armes et des explosifs, est extrêmement problématique. Et là, il faudra certainement des moyens, aussi le déploiement et une capacité
Et Alberto, tu l'as bien dit, parce que demain, il y a aussi les Jeux Olympiques, et là, c'est un risque. Donc, sur les prisons, de la sécurité des personnels, du respect aussi de ce qui rentre et ce qui sort, du contrôle, parce qu'il peut y avoir un danger pour les personnels et pour les autres détenus. Et ça, il faut vraiment que ce soit étanche. S'il n'y a pas cette étanchéité, la prison n'a plus son lieu d'être. Maître Tordo ? Sur la question de la surveillance généralisée, qui a été évoquée par l'intervenant précédent, évidemment, nous, en tant que jury, c'est une opposition formelle, parce que, moi, ça me rappelle le débat qu'on avait eu, qui était un peu la même sur l'opportunité ou pas de pouvoir condamner quelqu'un, puisqu'il potentiellement allait aller dans une manifestation. On avait eu un débat à l'Assemblée nationale houleux. Et aujourd'hui, dans un état de droit, avant l'acte criminel, avant l'acte délictuel, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui condamner quelqu'un parce que potentiellement, il pourrait commettre un délit ou un crime. Et la surveillance généralisée, avec les conséquences que ça peut avoir, c'est un peu cela. Donc pour ça, évidemment, une position formelle. Pour la question des prisons, effectivement, là, on est sur un lieu particulier qui doit être surveillé. Qu'est-ce qui se passe très concrètement ? On a aujourd'hui dans les prisons des filins anti-hélicoptères. C'est-à-dire que, parce qu'on a constaté, je pense que vous le saviez mieux que moi, puisque je suis le plus jeune sur ce plateau, on a eu énormément d'évasions dans les années 90. Donc il y a dans la grande majorité des prisons en France des filins anti-hélicoptères. Mais à part dans les plus récents, donc je crois qu'elles sont 40 en France, on a effectivement là des brouilleurs en matière de drones, mais pas dans les autres maisons d'arrêt. Donc effectivement, il faudra équiper toutes les prisons françaises de ces brouilleurs, de ces rayons de laser, de ces lance-filets qui permettent effectivement d'intercepter les drones, parce que c'est quelque chose qui doit être condamné. D'ailleurs, ils le sont quand effectivement les gardiens interpellent un détenu avec un colis qui est évidemment apporté de l'extérieur. Il est traduit devant la commission disciplinaire et très soudainement, il est placé à l'isolement. Mais d'une manière générale, on peut aussi comprendre l'inquiétude qu'il y a autour de l'organisation qui est faite par rapport à ça. On était en ligne tout à l'heure avec une directrice de prison qui est secrétaire générale adjointe du syndicat de police Force ouvrière et qui nous disait qu'aujourd'hui, ces livraisons étaient organisées par drone par des pilotes professionnels, des sociétés qui vendaient leurs services finalement aux détenus pour livrer toutes sortes de choses. Je vous propose de l'écouter, Gaëlle Verchev, qui était invitée tout à l'heure sur notre antenne. Les drones, la difficulté, c'est que ça permet de passer certes au-dessus des filets anti-projection, mais surtout de venir livrer directement au pied de la cellule, presque dans la main du détenu. Une première mesure, c'est évidemment les caillebotis, c'est une sorte de grille très resserrée qui empêche de passer la main à l'extérieur des barreaux. C'est également la possibilité, lorsqu'ils sont en cours de promenade, de faire une livraison directement. Voilà, donc ça, c'est très très compliqué à gérer en dehors des dispositifs de brouillage. Il y a aussi d'autres moyens, mais beaucoup moins précis. Ça va être d'intervenir auprès des entreprises qui louent leurs services pour le pilotage de ces drones. Moi, j'ai appris comme ça qu'il y avait des entreprises qui louaient leurs services pour le pilotage de ces drones. Et ça m'inquiète profondément, parce que là, allons au-delà du milieu carcéral. Mais si on peut faire une livraison par drone, alors on peut livrer de la drogue, on peut livrer des armes, n'importe où dans la ville. Là, il y a, je crois, un problème de surveillance générale. Il y a une absence de contrôle total de ce côté-là, Maître Tordo. Mais déjà, ceux qui s'adonnent à ce genre de pratique engagent leur responsabilité pénale. Ça a été dit, je crois, dans l'article. On a déjà des textes de loi, donc ils engagent leur responsabilité pénale. Donc moi, effectivement, ces comportements qui doivent être condamnés le sont juridiquement. Donc je ne sais pas ce qu'on peut vouloir de plus. Est-ce qu'on estime que les peines ne sont pas assez sévères ? Non, pas les peines, mais l'absence de contrôle, en tous les cas. L'absence de contrôle, très bien, mais si c'est des comportements qui sont constatés, à un moment donné, il faut dans ces cas-là faire apport à des forces de l'ordre spécialisées pour qu'elles se renseignent par rapport à ça. C'est pas évident. Quand on voit un drone voler, on ne sait pas forcément où se trouve la personne qui le pilote. C'est des drones qui ont des portées qui peuvent aller jusqu'à 7 km. Donc, ce n'est pas forcément si simple que ça. Après, on a des enquêteurs spécialisés là-dedans qui peuvent effectivement retrouver les opérateurs et ça se fait de manière assez pratique, mais j'entends que ce soit complexe. Et effectivement, le travail des enquêteurs est très difficile et je pense qu'on peut saluer ensemble le travail qu'est le leur. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, l'arsenal juridique, il existe sur ce point. Donc, il y a l'engagement de la responsabilité pénale de ceux qui s'adonnent à ce genre de pratique. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Alexis Tordo, d'avoir été avec nous cet après-midi. Bernard Cohen-Haddad, président du Cercle de réflexion. Étienne Marcel, merci à vous. Toujours un plaisir de vous accueillir. Alberto Toscano également, journaliste écrivain. Dans un instant, je vais passer la main à mon ami Thierry Cabane pour Punchline. On se retrouve donc juste après la pause. À tout de suite sur CNews.